Bon matin tout le monde, bienvenue à ce Focus SST, les rendez-vous d'information qu'on fait pour les services de garde en lien avec la LMR SST, qui est la loi modernisant le régime de santé et sécurité au travail. On est déjà à notre troisième rencontre ce matin. Je ne sais pas si parmi vous, là, il y a des gens qui sont avec nous depuis le début. On vous souhaite la bienvenue et si on a des nouveaux qui se joignent tout nouvellement à nous, en fait, pour la première fois, on est bien content là, que vous soyez là. Et sachez aussi que les deux premières rencontres, les deux premières rencontres sont disponibles en ligne et vous pouvez aller autant les visionner que aussi avoir accès au PowerPoint ou encore aux différents outils là, qui sont disponibles pour vous. Parce que notre objectif, en fait, avec les Focus SST, c'est vraiment de vous rendre accessible à LMR SST avec les changements là, qui ont eu lieu dans la loi sur la santé et sécurité au travail. Ils ont mis en place, en fait, un régime intérimaire. Là, je ne vous apprends rien de nouveau. Là, je suis certaine que vous êtes tous au courant. Là. Ils ont mis en place le régime intérimaire qui est la LMR-SST, donc la loi modernisable. Puis ça vient vraiment, ça peut avoir un impact, en fait, sur votre quotidien là, au niveau de la santé et sécurité au travail dans les services de garde. Donc, on s'est dit, on va faire des focus, on va leur donner comme toute l'information qu'on a, nous, à notre connaissance, et puis on va vous donner des outils aussi pour vous rendre ça vraiment là, très accessible et très pratique. Alors, ce matin, c'est sur les comités de santé et sécurité au travail. Moi, je m'appelle Andréane Buteau, je suis avec ma collègue Sylvie Bédard. On va être Bonjour. toutes les deux avec vous ce matin là, pour vous parler du comité de santé et sécurité au travail dans le cadre du régime intérimaire. Je vous ai déjà partagé là, mon écran. Je vous dirais, là, juste avant de commencer, là, on va avoir quand même beaucoup de questions pour vous aujourd'hui. On a une belle grosse rencontre, je vous dirais. Donc, déjà, là, si vous pouvez regarder là, au niveau du clavardage là, dans le Teams, là, je vous invite là, déjà là, peut-être à garder votre souris puis votre clavier proche, puis d'avoir votre session de clavardage ouverte. La dernière fois, on a fait des sondages, ça avait été un petit peu difficile, il y a des gens qui ne voyaient pas. Fait que cette fois-ci, on tente le clavardage là, pour essayer de communiquer avec vous le plus possible. C'est bien le fun quand c'est interactif. Hein? C'est moins ennuyant d'écouter un webinaire quand on peut participer. Fait que n'hésitez pas là, à écrire dans le clavardage. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez les écrire dans le clavardage. Ça ne veut pas dire qu'on va y répondre là, automatiquement, mais à la fin, on va avoir une période de questions et on pourra y revenir ensemble. Alors voilà, allons-y pour notre première diapo. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, on est déjà à notre troisième rencontre des Focus SST. Aujourd'hui, le 9 mai, sur les comités de santé et sécurité. Les deux autres premières, c'est un bref message là, sur c'est quoi la LMR-SST. Fait que si pour vous, vous êtes dans la nouveauté encore, vous ne savez pas tout à fait encore c'est quoi la LMR-SST, je vous invite vraiment à aller visionner ce webinaire-là. Ça va vous donner toutes les grandes bases là, en lien avec les modifications qui ont été apportées. L'agent de liaison en SST, puis le représentant SST, c'était notre sujet du 18 avril, encore une fois disponible. Aujourd'hui, comité de santé et sécurité. La prochaine, le 30 mai, ça va venir bientôt, là, à peu près dans 3 semaines, l'identification des risques. Comment on fait ça? Pas toujours évident. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la démarche, mais on va vraiment vous prendre le temps de vous expliquer là, c'est quoi la démarche, puis comment on va essayer de la simplifier au maximum là, pour que vous soyez bien à l'aise avec celle-ci à la fin de la rencontre. L'inspection des lieux de travail le 13 juin, puis on veut prendre un temps avec vous le 20 juin pour répondre à vos questions. Fait que si jamais il y a des choses qu'on n'a pas pu répondre à l'intérieur des différents focus SST qu'on a fait, ou si vous avez essayé des choses et là, vous avez des questions, parce que ça peut être intéressant. Si vous dites, ah, j'ai commencé l'identification des risques, finalement, je me bute à tel obstacle ou je rencontre tel nœud, là, je ne sais pas comment me déprendre, venez nous voir le 20 juin. On va être toute l'équipe ensemble. Aujourd'hui, on est Sylvie et moi, là, mais l'équipe service de garde à la Star, c'est beaucoup plus grande. Là. On a Lydia, on a Marilyn, on a Clara qui sont avec nous. Fait qu'on va tout être disponible le 20 juin avec vous là, pour répondre à l'ensemble de vos questions. Aujourd'hui, le plan de la rencontre. Bref, c'est quoi la stance? Parce que pour ceux qui sont avec nous depuis le début, là, je pense que vous devez connaître cette section-là par cœur, puis vous pourriez même peut-être l'animer à ma place. Fait qu'on on va y aller vraiment rondement. On va regarder le mécanisme de participation du comité de santé et sécurité, les conditions de succès, les pièges à éviter, les règles de survie, puis on finit avec la période de questions.
Alors, qui nous sommes? Écoutez, je fais ça vite, hein. La STAR, c'est une association paritaire sur la santé et sécurité du travail pour le secteur des affaires sociales. On est vraiment là pour faire de la prévention en milieu de travail dans notre secteur d'activité. On ne touche pas à tout ce qui est indemnisation et tout ça, le post-accident, je dirais, mais la prévention, c'est vraiment notre mission principale. Donc, on est là pour vous aider si vous avez des problématiques, peu importe la cause ou le risque en question, que ce soit psychologique, bien, psychosociaux, en fait, ergonomique, que ce soit des choses en lien avec l'utilisation des produits comme les produits désinfectants, là, donc des risques chimiques, des risques biologiques qu'on a connus beaucoup avec la COVID dans les dernières années. Là. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, ça a été une période pas évidente. Donc, tout ça, là, on peut vraiment vous donner un coup de main, vous accompagner, puis c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à faire appel à l'équipe des services de garde. On est là pour vous. On est aussi là au niveau de toute la province de Québec. Donc, que vous soyez du Québec, je devrais dire, peu importe la région dans laquelle vous êtes, on peut vous donner un coup de main. Et puis, on englobe tout ce qui est services de garde, donc CPE, garderie privée, subventionnée, non subventionnée, les responsables en milieu familial, qui cotisent à la CNSST fait aussi partie de notre clientèle. Donc, vous avez à l'écran maintenant, dans la diapo numéro 8, des exemples de choses qu'on peut vous aider. Je vous ai nommé des affaires par rapport au risque, c'est la première puce, mais on peut aussi vous aider à mettre en place les comités de santé et sécurité si ce n'est pas déjà fait pour vous. On peut vous aider à mettre en place des programmes de prévention, développer des procédures ou des méthodes de travail, comment manipuler les produits désinfectants, est-ce que vous avez votre SIMDUT, est-ce que, c'est tout ça, là, on peut vraiment vous donner un coup de main, fait n'hésitez pas, on a aussi de la formation, tout genre de formation. Notre plus populaire pour les services de garde, c'est celle sur les méthodes de travail sécuritaire où on se déplace dans votre milieu pour vraiment aller travailler là où ça se passe et faire des changements la journée même. Tu sais, des fois, on suit une formation, puis on se dit, on revient après ça dans notre milieu de travail, puis on fait comme, ah oui, quand je vais avoir le temps, tu sais, je vais faire des changements. Cette formation-là, on l'a fait déjà chez vous pour que justement, on puisse faire des changements déjà dans votre milieu. Puis on l'a fait avec toute l'équipe aussi, fait que ça nous permet de se donner un langage commun, puis de pouvoir voir toutes les difficultés, tout le monde ensemble, puis trouver des solutions ensemble. La prévention, ça passe souvent par le mot ensemble, fait que c'est une clé de réussite que de travailler ensemble. Donc, par rapport à si vous voulez rester connecté à nous, si vous voulez savoir ce qui se passe, on a bien sûr notre site internet, là, astars.qc.ca. On a notre revue sans pépin que vous recevez déjà chez vous, qui ne parle que de santé et sécurité dans des situations reliées au contexte des services de garde. Donc, c'est très, très contextualisé à votre réalité de terrain. Et on a aussi un bulletin électronique, donc une infolette. Si vous voulez rester aussi très à jour avec la sortie là, de nos nouvelles publications, d'ailleurs, on a quelque chose qui s'en vient là, pour le mois de septembre. C'est un beau grand kit d'outils pour la prévention de la violence. Donc, ça sort en septembre. Fait que si vous voulez rester à l'affût, on vous invite à vous inscrire à notre infolette. Puis le petit code QR que vous voyez à l'écran actuellement, là, juste à prendre votre téléphone, vous scannez le code QR, puis vous allez arriver directement à l'adresse pour vous inscrire. Donc, c'est facile comme tout. Puis, on a aussi un centre de documentation si jamais on a besoin de données probantes avec une nouvelle situation pour laquelle on n'aurait pas encore d'expertise chez nous. On peut pousser plus loin là, avec notre collègue Sharon et Steve pour aller chercher de l'information plus spécifiquement sur des problématiques là, qui seraient nouvelles là, dans les services de garde. Alors, juste avant d'aller un peu plus loin puis de commencer le sujet d'aujourd'hui, 3 petites questions pour tester vos connaissances. Fait qu'on est déjà rendu à utiliser le chat. Fait que je vous invite là, déjà à aller cliquer là, en haut sur le clavardage et à répondre. Donc, on va y aller une question à la fois, puis on va voir là, comment ça se passe. Alors, première question. Est-ce que je peux attendre en 2025 pour mettre en place mon agent de liaison ou mon représentant de santé et sécurité au travail? Alors, vous pouvez nous répondre dans le clavardage par oui ou non. Donc, déjà, Maryse, un non, ça a été assez vite. Patrice Gauthier, un non. Karine, un non. Lucie Saint-Germain, non. Syndicat, c'est le nom que j'ai, c'est non. Directrice d'installation Soleil du Monde, c'est faux. Et France Gendron, c'est non. Effectivement, écoutez,
C'est hors de tout doute, vraiment, vous avez répondu la bonne réponse, effectivement. C'est une action que vous devez prendre durant le régime intérimaire qui a commencé en fait le 6 avril 2022. Puis on est vraiment actuellement dans cette transition-là, dans cette période-là, avant que le règlement se mette en place en 2025. Donc, il y a des étapes préalables. Bien, préalables. C'est pas tout à fait préalable, mais il y a des étapes à faire dans ce régime intérimaire-là, puis mettre en place l'agent de liaison et le représentant. Ça fait effectivement partie des choses dont vous avez à faire et qui nous vaut. Deuxième question. Est-ce que le représentant de santé et sécurité s'occupe seulement de faire de l'inspection sur les lieux de travail? Ça, c'est quelque chose qu'on a vu aussi à la rencontre précédente. C'est quoi le rôle du représentant en santé et sécurité? Donc, Caroline Allard, non. Patrice Gauthier, non. France Gendron, non. Lucie, non. Annie, non. Mais effectivement, mon doux, vous avez vraiment, là, vous allez avoir une note de 100 Vous êtes vraiment bien partis. Donc, effectivement, on a vu l'agent de liaison et le représentant de santé et sécurité ont vraiment des rôles pas seulement uniques, là, ils ont plusieurs rôles. Puis je dois vous dire aussi, ils ont plusieurs rôles dans le régime intérimaire, qui est, comme pour le représentant, oui, de faire de l'inspection, mais aussi de participer à l'identification des risques et de faire des recommandations également au comité de santé et sécurité. Puis sachez, si vous ne le savez pas déjà, que quand on va être rendu au règlement officiel là, qui va sortir en 2025, il va avoir un peu plus de tâches à faire, à assumer là, dans son rôle de représentant. Puis le représentant, on se souvient, hein, c'est pour les installations qui ont 20 travailleurs et plus. Et puis l'agent de liaison, c'est pour ceux qui ont 19 travailleurs et moins. Il y a un petit peu moins de responsabilités, hein, c'est des plus petits milieux. Donc, dans les responsabilités, actuellement, on a de coopérer avec l'employeur pour faciliter la communication des informations en lien avec la santé et sécurité, mais aussi de faire des recommandations écrites sur l'identification des risques. Lui aussi, il y a deux, trois tâches actuellement, mais il va en avoir un peu plus là, quand le règlement va rentrer en vigueur. Fait que, troisième question, on y va pour une note de 100 tout le monde, vous êtes bien partis. Si j'ai déjà un comité de santé et sécurité pour chacune de mes 3 installations de plus de 20 travailleurs, je dois les fusionner pour n'en faire qu'un seul. Vous en pensez quoi? On a Lucie qui nous dit non. On a Annie qui nous dit non. On a Julie Germain qui nous dit non. Patrice, non. Valérie Guillemette, oui et non. Soleil, il y a du monde, oui. Lucie, non. Elle est plus embêtante, hein, cette question-là. Caroline Tremblay, oui. Écoutez, le mot crunchy là, dans cette phrase-là, c'est le mot doigt. C'est ça. Madame Gendron dit non, mais on peut le faire, effectivement. Écoutez, en fait, ce qui était sous-entendu dans cette question-là, c'est l'approche multi-établissement qu'on vous a parlé. Je vous donne un exemple. Vous avez un CPE, 3 installations, 20 travailleurs et plus. Vous avez un comité de santé et sécurité dans chacune des installations. Vous respectez les règles, si je peux dire, là, du régime intérimaire par le nombre de personnes qui sont dans le comité, le nombre de rencontres par année. C'est parfait, c'est bingo. Vous faites continuer comme ça. Si c'est votre structure, ça fonctionne bien. Rien ne vous empêche de continuer. Ce que la CNESST a voulu faire, c'est de mettre en place l'approche multi-établissement. Quand vous avez des organisations qui font des activités de même nature et qui sont comparables, vous pourriez décider à ce moment-là de les fusionner, si je peux dire, dans le fond, vos installations et de rassembler, dans le fond, les installations de 20 travailleurs et plus pour faire qu'un seul comité de santé et sécurité et avoir un seul représentant en santé et sécurité. Tantôt, Sylvie va vous en parler un peu plus, là, mais on voulait voir un petit peu déjà qu'est-ce que vous en pensiez. Là. On voulait tenter le terrain pour voir à quel point vous étiez connaissant par rapport à l'approche multi-établissement. Puis d'après vos réponses, je comprends que c'est pas du nouveau pour vous. Là. Vous n'avez déjà pas mal entendu parler, fait qu'on pourra peut-être passer un petit peu plus vite. Là. C'est pour vous, c'est bien connu, puis que vous êtes à l'aise avec le concept. Mais on voulait quand même vous faire la distinction là, pour être sûr que c'était clair pour tout le monde. Alors, je passe la parole à Sylvie qui va vous parler un peu plus là, du comité de santé et sécurité puis comment ça fonctionne. Essentiellement cadré aussi autour de ce qui est prévu au niveau de la LMR-SST, hein. Donc, il y a la loi de santé et sécurité au travail là, qui existe depuis très longtemps, je devrais plutôt dire.
prévoyait depuis toujours là, qu'il y a une prise en charge de la prévention par le milieu. Mais la LMR-SST, qui est en vigueur depuis avril 2022, elle vient de préciser deux mécanismes, hein. Il y a eu, la rencontre 2 a parlé des représentants qui peuvent être l'agent de liaison ou le représentant de santé-sécurité. Puis aujourd'hui, ça va être le comité de santé-sécurité qu'on va regarder, qui est quand même une instance pivot en prévention et qui est requis dans certains types d'organisations. Fait qu'on va regarder les règles, mais comme on vient de voir par vos réponses au quiz, il y en a plusieurs d'entre vous pour lesquels c'est déjà assez clair. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé cette diapo ci un rappel. Antérieurement, hein, l'exigence d'avoir un comité de santé et sécurité, c'était réservé à certains types d'activités. On les appelait les groupes 1, 2, 3, dits prioritaires. Puis là, les changements qui sont rentrés en ligne de compte, c'est pour dire c'est plutôt en fonction de la taille de l'entreprise, pour faire en sorte que les exigences vont être un peu plus grandes quand les établissements vont avoir 20 travailleurs ou plus. De quelles exigences on parle? On parle d'avoir, oui, un représentant, mais en plus, qu'on va parler aujourd'hui, de mettre en place un comité de santé et sécurité au travail, contrairement aux plus petites organisations où les exigences, c'est d'avoir là, l'agent de liaison. Donc, un petit rappel encore une fois, quand on a calculé le nombre de travailleurs là, pour trancher, est-ce qu'on a plus de 20, on a 20 et plus, pardon, ou un 19, ben, on exclut du calcul ce que vous voyez dans l'encadré à droite, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont occuper une fonction qui représente l'employeur. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas couverts par le régime, par exemple, des accidents de travail, mais au niveau de la prévention, on ne les inclut pas dans le calcul. Vous avez à gauche qui doit être considéré dans notre évaluation, ben, c'est tous les travailleurs, toutes les travailleuses qui travaillent bien sûr à temps complet, mais aussi tous ceux et celles qui sont à temps partiel, nos occasionnels, les bénévoles qui ont un contrat de travail ou d'apprentissage, des gens d'agence, qui est quand même ici une réalité assez présente en service de garde, des gens qui pourraient être assignés temporairement, peut-être c'est moins pour particulier pour vous, mais des personnes qui effectueraient un travail sur la route ou dans un autre lieu de travail, peut-être des étudiants, des stagiaires, des étrangers temporaires. Donc, c'est ce que vous voyez au niveau global, qu'on soit en service de garde ou pas, qui doit-on considérer comme étant un travailleur? L'approche multi-établissement, on a vu tout à l'heure que ça semblait être assez clair pour plusieurs d'entre vous. Donc, ce que le législateur a prévu, c'est de simplifier un peu le travail en proposant une approche simplifiée. Si on est un type d'organisation qui a plusieurs installations, en autant que chacune de nos installations a 20 travailleurs ou plus et que les activités qu'on y mène sont de même nature. Dans ce cas-là, l'approche multi-établissement peut être pour vous. C'est sûr que si vous dites on se qualifie avec les critères que vous voyez à gauche, mais que la façon dont vous êtes répartis sur un territoire va être rendre difficile de réaliser ou de rencontrer vos fonctions, bien là, peut-être que l'approche multi-établissement est peut-être moins pertinente ou efficace pour vous. Bon, l'approche multi-établissement, à quoi consiste? Donc, on parle de simplifier, c'est-à-dire que, bien, à ce moment-là, si vous pourrez travailler sur une base regroupée, c'est-à-dire faire une seule identification, analyse des risques, entre autres, qui couvrira les différentes installations, mais une seule démarche. Ça, on va y revenir le 30 mai prochain, là, qui est un mécanisme de une activité de prévention. Mais au niveau des mécanismes de participation, c'est ici que vous pourriez, on utilise bien le mot peut, avoir un seul comité de santé et sécurité pour l'ensemble de ces installations-là et d'avoir une seule représentante en santé et sécurité. Bien sûr, comme c'est écrit en tout petit, vous pouvez en avoir plus au besoin ou par entente. Donc, Andréane, tout à l'heure, a donné l'exemple, donc on y va très rapidement. Vous seriez, par exemple, une installation de 3 là, dans le régime intérimaire. Si vos 2 installations ont plus de 20 travailleurs, donc ici 21, 24, oui, on peut avoir, comme vous voyez dans l'encadré en bas à gauche,
un seul CSS, donc un seul comité de santé et sécurité, avec un représentant de santé et sécurité et pourrait procéder à mettre dans un seul document les travaux qui concernent l'identification et l'analyse de risque, mais que par contre, votre troisième installation, qui a 15 travailleurs et moins, pour l'instant, dans la période intérimaire, doivent être traités à part avec leur agent de liaison et puis procéder à leur propre identification, analyse de risque. Pas analyse, juste l'identification des risques. Donc, c'est pour l'instant ce qui est prévu dans le régime intérimaire. Donc, si on vient au comité de santé et sécurité au travail, là, qui est quand même le cœur de la rencontre d'aujourd'hui, l'idée ou l'intention du législateur, ben, c'est de permettre de rassembler plusieurs personnes. On a parlé tantôt d'être ensemble, donc rassembler des personnes dans notre milieu de travail qui vont avoir des bagages différents, des connaissances différentes du milieu, qui vont permettre donc de travailler ensemble à un but commun, de faire de la prévention et d'avoir un portrait qui soit le plus juste possible là, de la réalité. Donc, parce qu'on veut évidemment que les préoccupations de tout le monde soient prises en compte et donc concernées. Donc, on parle de comité de santé et sécurité. Vous voyez, le mot critique, c'est quand même paritaire aussi. Donc, ça implique qu'on a des représentants de l'employeur qui sont désignés par la direction et un ou deux représentants des travailleurs qui, à ce moment-là, doivent être désignés entre eux s'il y a une association accréditée ou, si ce n'est pas le cas, par les travailleurs qui n'ont pas une telle organisation syndicale. Il faut savoir aussi le comité paritaire, juste avant qu'on passe à la diapo suivante, c'est qu'on a vraiment une fonction de recommandation là, auprès de l'employeur et pas du tout décisionnel, même si souvent on a assis à la table, encore plus dans les petites organisations, les mêmes membres de la direction qui ont à prendre les décisions. Donc, il faut bien comprendre que la loi de santé et sécurité et la LMRSST retire pas les obligations de l'employeur, qui est finalement toujours l'ultime décisionnel dans les actions à poser en santé, sécurité, prévention. Donc, si on regarde à la diapo suivante, les questions peuvent survenir comment les membres des travailleurs se désignent ou sont désignés. Donc, le mot clé là, avec la LMR-SST, c'est vraiment le mot entente. Alors, peut-être que c'est déjà précisé dans les comités de santé et sécurité que vous avez déjà parce que vous avez une convention collective ou pas. Ben, c'est tout à fait correct de procéder tel que c'est déjà prévu dans votre entente. Mais si, disons, ce n'est pas le cas, ben, les travailleurs, ce qu'il faut comprendre, s'ils sont syndiqués, ben, leur désignation va pas être procédée par leur association accréditée. S'il y avait plusieurs syndicats, ben là, il faudrait voir comment on peut prévoir la présence de combien de représentants par syndicat. Donc, s'il y a une entente, encore une fois, ça s'applique. Si ce n'est pas le cas, on peut bien sûr aller vers le règlement des comités, de la LMR-SST là, qui donne des précisions à ce sujet-là. Donc, je vois qu'il y a une question qu'on voit en marge, Andréane, il y a une main qui est levée. Qui, on y répond à la toute fin, Andréane? Je ne la Oui, vois pas, peut-être la si ça. question. Non, moi aussi, je vois la petite main, là, mais si ça ne vous dérange pas, je ne sais pas exactement c'est qui, là. À la fin, on va Madame, pouvoir ouvrir les micros puis pouvoir y répondre, là. Gardez-la bien en tête ou sinon, si vous n'avez pas d'oublier, écrivez-le dans le clavardage, puis la comme ça, on va question, pouvoir la garder. effectivement. Ouais, Quitte à la référer à la diapo là, qui s'applique. parfait. Bon, évidemment, s'il n'y a pas de syndicat, bien là, on passe par une autre alternative, c'est une autre avenue. À ce moment-là, bien, c'est les travailleurs entre elles, les travailleuses qui, par vote, vont se désigner une personne qui va être représentée au niveau du comité de santé et sécurité. Donc, si vous avez assisté à la rencontre numéro 2, vous voyez que c'est c'est le processus similaire là, qui est proposé là, pour les désignations dans le membre pour le comité. Peut-être vous pouvez vous demander, est-ce que le représentant de santé et sécurité va être membre d'office de notre comité de santé et sécurité au travail?
ce qu'on pourrait vous dire à ce stade-ci de ce qu'on en lit au niveau de la documentation qui est publiée au niveau de la CNESST, c'est que c'est définitivement une bonne pratique là, que votre représentant de santé et sécurité fasse partie du comité, mais que ce n'est pas une obligation. C'est possible que ce le soit en 2025, là, mais pour l'instant, on est dans la période intérimaire, ce n'est pas obligatoire. C'est une chose de dire là, qu'on désigne nos représentants, mais il faut quand même avoir en tête, un certain nombre d'attributs ou de qualités qui peuvent faire une belle différence dans notre comité de santé et sécurité, que ce soit au niveau de la direction, que ce soit au niveau, des travailleurs. Ben, le premier point, c'est définitivement d'avoir un intérêt pour la prévention, hein. Donc il faut avoir en tête qu'on souhaite, un objectif de rendre le milieu plus sain, mieux-être, en réduisant, les risques de blessures, qui peuvent survenir là, dans nos installations. On va travailler ensemble, donc c'est important d'avoir une ouverture d'esprit aux idées qui sont différentes. On a parlé tout à l'heure que c'était ça l'intérêt, c'est qu'on avait des gens avec plusieurs points de vue, donc il faut être ouvert, à entendre, donc comme je viens de dire, différents points de vue. Il faut avoir une attitude positive parce que c'est ça qui nous permet d'aller vers l'avant, hein, de propulser, mettre en place des mesures. Une capacité de travailler en équipe parce qu'on va voir dans les mécanismes, qui sont proposés au niveau des décisions, ben, oui, c'est important de faire la promotion de nos idées, mais il faut être capable aussi en même temps de se rallier. Ça implique aussi donc de respecter nos collègues, avoir une capacité, oui, de comprendre tous et chacun, mais des fois, on n'a pas le choix. Il faut aller vers des compromis qui sont justifiés pour différentes raisons. Et qui, sont expliquées dans votre comité. Bien sûr, avoir un bon jugement puisqu'il y a des décisions qui sont à prendre même si on a un pouvoir, de recommandation au niveau, de la direction. Il reste quand même on est là pour, faire avancer la prévention. Ce qui est rattaché à ça, c'est bien sûr d'avoir une capacité d'analyser les différentes options, les différentes difficultés qui nous sont présentées. Et un dernier point qui n'est pas à négliger, c'est d'être capable de distinguer tout ce qui relève de la santé-sécurité, des objectifs de prévention et qui peut relever plutôt de difficultés ou de besoins rattachés aux relations là, de travail. Et on aborde maintenant, c'est quoi le paritarisme, hein? On a dit que c'est un comité paritaire de santé-sécurité. Si je vous pose la question, là, est-ce que, d'après vous, le paritarisme, ça veut dire qu'il faut avoir un nombre égal de représentants de l'employeur et de représentants des travailleurs? Vous pouvez, comme tout à l'heure, là, inscrire, dans le chat, dans le clavardage, devrais-je dire, ce que, vous en pensez. Donc, est-ce que paritariste signifie qu'on a le même nombre de représentants de l'employeur et des travailleurs? On voit madame France Gendron dit oui, Bernard Cormier dit non, l'adjointe, telle que dit oui, madame Payette Maryse dit oui. Alors, on a des avis partagés. Patrice dit non. Allons-y voir qu'est-ce qu'on retrouve au niveau, de la réglementation. Donc, ce qu'il faut comprendre avec la diapo suivante, c'est que, la notion de paritarisme, elle est davantage liée, à la notion de prise de décision qui doit être par consensus et pas du tout au fait d'avoir un nombre égal de membres pour chacune des parties. Donc, c'est pour ça qu'on vous a représenté ici au niveau donc un vote pour, la partie, de gauche et un vote pour, le groupe de droite. C'est ce qui est convenu au niveau, de la législation, dans l'MRSST là, au niveau de ce que veut dire le paritarisme. Si on va dans la diapo qui suit, on voit, quelques notions de précision quand même qui sont apportées là, quant au nombre. On voit, si vous voyez ce qui est écrit en italique,
c'est qu'il faut au moins que la moitié des membres du comité représentent les travailleurs. Donc, les travailleurs, ils peuvent être égaux en nombre au niveau de la gestion, mais ils peuvent être davantage. Mais comme on disait tout à l'heure, si on va à la diapo qui suit, c'est l'ensemble des représentants des travailleurs et l'ensemble des représentants de l'employeur qui ont respectivement chacun droit à un seul vote au sein du comité. Un autre point qui peut nous questionner, c'est de se dire, ben oui, mais là, on vient de parler de paritarisme, mais au final, combien il nous faut de membres dans notre comité? Et puis, on va devoir tenir des rencontres. Combien on doit en planifier minimalement? Est-ce qu'il y a des exigences au niveau réglementaire? Bien, comme on a dit tout à l'heure, le législateur euh, met bien de l'avant que tout ce qui est convenu par entente doit être respecté et convient tout à fait. OK? Donc, la seule notion qui est importante, bien, vous vous rappelez, c'est qu'il faut que ce soit paritaire. Donc, il faut qu'on ait des gens qui représentent les employeurs, des gens qui représentent les travailleurs. Donc, si on regarde, donc vous avez une entente, la vie est belle. Vous n'avez pas d'entente, bien là, à ce moment-là, il y a des précisions qui sont apportées dans LMR-SST. C'est à l'article 290. Et là, vous avez les balises dans l'encadré là à droite. Ça dit quoi? Bien, ça dit que, bien, à ce moment-là, si on a entre 20 et 50 travailleurs, bien, les représentants devront être au nombre de 2, minimalement de 2. Et vous voyez, si on a 50 entre 51 et 100, il faut aller plutôt vers 3, et cetera, et cetera. Donc, dans les très grandes organisations, bien, on peut aller à vraiment un plus grand nombre. De mémoire, il ne faut pas que ça excède 11, parce que vous comprenez, prenez à un moment donné, hein, trop, c'est comme pas assez, là, ça ne sera pas fonctionnel. Donc ça, c'est une chose. Par rapport au nombre de rencontres à prévoir, donc si vous n'avez pas d'entente, encore une fois, ce que prévoit l'MRSST, c'est qu'il faudra en tenir une obligatoirement à tous les 3 mois. Si on aborde maintenant les fonctions du comité de santé et sécurité. Donc, on vous repose la question dont on a discuté tantôt, là, pour que ça soit bien clair. Donc, notre comité de santé et sécurité, est-ce qu'il est décisionnel? Non, il a un pouvoir de recommandation auprès de la direction. Puis comme je vous le mentionnais tout à l'heure, des fois, il y a une confusion ici, mais c'est vraiment une instance de recommandation. Ce qui n'enlève pas toute la pertinence de son rôle, mais ce qui clarifie quand même les attentes par rapport à la gestion là, de la santé et sécurité. Parce que, comme je vous disais, c'est l'employeur là, qui a les obligations ultimes, là, si vous regardez l'article 51 de la loi de santé et sécurité là, au travail. Donc, si on regarde qu'est-ce qui est prévu dans le régime intérimaire, c'est 2 rôles essentiellement ou 2 fonctions, si tu reviens en arrière. C'est de participer à l'identification puis à l'analyse de risques et de faire des recommandations à l'employeur. Donc, si vous avez participé à la rencontre ou vous avez lu sur les fonctions du représentant de santé et sécurité, ça s'apparente quand même, hein? Donc, c'est sûr que ça serait pertinent au niveau du comité de santé et sécurité de baliser quel sera le rôle du représentant versus du comité. C'est sûr que les balises doivent être cadrées dans ce qui est prévu dans LMR-SST, mais participer, ça ne veut pas dire faire seul. Puis du point de vue du représentant qui doit procéder à l'identification, pardon, à l'inspection des lieux, par exemple, ça ne veut pas dire lui non plus qu'il le fait seul. Puis quand il inspecte les lieux, c'est en fonction de risques qui ont été discutés, identifiés au niveau du comité de santé et sécurité. Donc, il y a vraiment un travail en collégialité et complémentaire ici là, qu'il faut vraiment le voir. Et ça n'exclut pas non plus qu'on implique ben, le reste de notre équipe, parce que c'est bien prévu depuis les débuts de la loi de santé et sécurité au travail, qu'on a, oui, peut-être des fonctions réservées à certains individus, certains groupes comme le comité, mais la santé et sécurité, ça appartient à tous et chacun. Donc, ça implique qu'on peut bien sûr faire participer les autres membres du personnel, les autres gestionnaires, même s'ils ne sont pas membres de notre comité de santé et sécurité.
Et dans les deux cas, que ce soit le représentant ou le comité, comme on peut aussi faire nos recommandations à l'employeur, puis le représentant à Santé et Sécurité peut faire ses recommandations au comité de santé et sécurité. Donc, c'est sûr qu'on vous invite là, à baliser les rôles et fonctions de votre représentant et ça va être d'autant plus simple s'il fait partie aussi de votre comité là, de santé et sécurité, là, que le rôle soit complémentaire. Donc, ça, c'est les deux fonctions actuelles qui sont prévues. Bien sûr, vous êtes peut-être déjà super actif en santé et sécurité au travail. Vous pouvez dire, mon Dieu, c'est bien pas grand-chose. Alors, changez pas vos plans, continuez à rester actif, gardez vos autres fonctions. Chapeau, c'est parfait, là. On veut juste comprendre qu'on s'est donné, là, au niveau réglementaire, une transition entre 2022 puis 2025 pour des milieux qui avaient peut-être peu fait jusqu'à date en prévention. Regardez maintenant les fonctions qui sont prévues à venir au terme de la période intérimaire. Vous avez en noir ce qu'on vient de nommer dans les fonctions, mais il y en a beaucoup d'autres là, qui sont prévues. Hein, ça va être, par exemple, de déterminer les programmes de formation puis d'information en santé et sécurité pour le personnel qu'on va mettre dans ce qu'on vous voyez, vous lisez là, le PP là, dans le programme de prévention. Mais ça va être aussi des fonctions par rapport à choisir les équipements de protection individuelle qui sont les mieux adaptés à votre équipe. Ça peut être les chaussures, ça peut être vos gants si vous préparez des solutions de désinfection, des lunettes, et cetera. Ça va être toutes les activités de prévention qui sont tellement utiles, qui sont de tenir les registres, enquêter sur les enquêtes, analyses d'accidents pour trouver les causes et éviter que ça se reproduise. Donc, vous voyez, l'intention du législateur, c'est vraiment d'aller vers de plus en plus là, des activités là, qui sont tellement d'intérêt et utiles pour faire de la prévention. Puis si on regarde à la diapo suivante, il va y avoir aussi d'être le pivot, le lien, le maillage central pour recevoir suggestions, plaintes en santé et sécurité, pour, oui, les recevoir, les traiter, conserver une trace, mais aussi y répondre. Donc, on comprend l'objectif du législateur, c'est de faire de la prévention en regardant tous les aspects, de regarder les rapports d'inspection qui auront été déposés, faits peut-être en partie ou en totalité par le représentant. Puis si vous regardez au niveau des accidents, de compiler les statistiques, voir que les grandes lignes qu'on en tire pour voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau prévention pour éviter que ça se reproduise. Et éventuellement, possiblement retransmettre à la CNESST certaines informations là, qui seront bien sûr à préciser. Et bien sûr, toute autre tâche là, que vous pouvez vous donner en vertu de votre protocole d'entente et de fonctionnement dans votre comité de santé et sécurité. Donc, vous voyez, l'intention, c'est deux fonctions actuellement, mais d'aller vers un rôle pivot central incontournable pour le comité de santé et sécurité. Je trouve que c'est un super beau programme. Là, Andréane, ce qu'elle va vous présenter, c'est qu'au-delà du programme, mais comment on s'arrange pour que ça soit efficace et productif. Merci, Sylvie. Effectivement, là, on va passer, dans le fond, à tout ce qui est conditions de succès, les pièges à éviter, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ce soit durable, efficace, comme Sylvie le dit, productif. Ça arrive quand même à l'occasion là, qu'on a des appels ou quand on a des appels sur des questions précises, on leur pose la question, oui, mais votre comité de santé et sécurité, ah ouais, ben là, ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas assis puis qu'on n'en a pas jasé. Fait que on a décidé dans notre rencontre d'aujourd'hui là, de vraiment vous présenter là, qu'est-ce que ça prend pour vraiment que ce soit durable dans le temps, puis que vous réussissiez là, à garder la santé et sécurité vraiment au cœur de vos actions dans votre organisation. Donc, commençons par les conditions de succès. Alors ici, sur cette diapo-là, vous voyez, les conditions de succès sont écrites. On vous les a mis de façon, dans le fond, toutes présentées ensemble là, par les petites puces, là, mais ça, on les regarde de façon détaillée. Le premier, puis on ne peut pas passer à côté, c'est la présence des décideurs sur le comité de santé et sécurité. Bon, de votre côté, là, vous êtes des plus petites organisations, mettons, si on compare au niveau, mettons, du réseau de la santé, qui est également notre clientèle. Fait que peut-être que ça va de soi là, que vous êtes en tant que directeur, directrice, là, déjà assis et présent au comité de santé et sécurité.
Mais si c'est le cas, continuez, on vous encourage fortement parce que ça vous permet d'avoir une vision globale de la situation. Ça vous permet, parce qu'on l'a dit tantôt, hein, le comité de santé et sécurité va faire des choix, il va faire l'analyse des besoins, il va regarder c'est quoi les problématiques en santé et sécurité, puis il va faire des recommandations à l'employeur sur les choses à travailler, à mettre en place. Et si l'employeur, le décideur est sur le comité de santé et sécurité, bien, ça lui permet d'avoir une vision vraiment globale de la situation puis de faire des choix éclairés. Fait qu'on vous encourage vraiment à continuer dans ce sens-là. D'avoir une vision commune des membres aussi, hein. Le comité de santé et sécurité, Sylvie vous l'a dit tantôt, mais c'est une équipe. Il faut viser le même but, le même objectif ultime, en fait, qui est d'améliorer la santé et sécurité au travail. Fait que tout ce qui est plus négatif, je dirais, là, que ce soit des critiques ou être un peu plus défaitiste, si je peux dire, ou les enjeux politiques, là, c'est pas la place, le comité de santé et sécurité, pour en discuter. On est vraiment là pour améliorer le bien-être, pour améliorer la santé et sécurité des travailleurs dans le contexte de leur travail, d'autant plus que les services de garde, là, je pense que c'est assez généralisé, là, mais vous vivez quand même une bonne pénurie de main-d'œuvre. C'est pas évident de recruter les gens, de les garder. Donc, c'est un objectif tout à fait honorable là, que de mettre du temps et de l'énergie là, sur l'amélioration de la santé et sécurité au travail pour garder nos belles ressources là, en place et en santé. L'autre condition de succès, c'est la décentralisation des activités. Puis ça, c'est quelque chose qu'on remarque. On pense malheureusement, ben, à tort, je devrais dire, que parce que je fais partie du comité de santé et sécurité, je dois m'occuper du plan d'action. Hein, ça, on travaille, mettons, sur un objectif quelconque dans le plan d'action, puis qu'on a différentes tâches à faire pour réaliser cet objectif-là. C'est pas parce que je fais partie du comité de santé et sécurité que je dois nécessairement m'occuper des tâches qui sont listées dans le plan d'action ou je vais le dire à l'inverse, c'est pas parce que, il y a des tâches au plan d'action que c'est nécessairement le comité qui doit s'en occuper, hein. On peut ouvrir, Sylvie l'a dit tout à l'heure, hein, mais la santé et sécurité, c'est l'affaire de tous. Il faut puis tout le monde là, dans la loi depuis toujours là, a un rôle et une responsabilité au niveau de la santé et sécurité. Fait que c'est quand même bien de se répartir ces tâches-là. Je vous donne un exemple. Si, mettons, vous voulez mettre en place une nouvelle méthode de travail pour déposer les enfants dans la couchette, mais au-delà du comité, vous pouvez aussi impliquer des gens qui travaillent à la pouponnière pour développer cette méthode-là. Si vous voulez faire l'achat de nouveaux équipements, tabourets à roulettes ou autres, mais vous pouvez impliquer, mettons, la directrice adjointe qui va faire les achats. Elle peut s'occuper d'une des tâches dans le plan d'action. Fait que vous pouvez ouvrir plus large. Votre rôle, vous, en tant que membre du comité de santé et sécurité, c'est d'encadrer puis de supporter la réalisation du plan d'action. C'est de faire une vigie, dans le fond. Bon, OK, le plan d'action, on est rendu où? C'est quoi les étapes? Puis c'est quoi la prochaine étape? Puis où est-ce qu'on s'en va? Ça, c'est votre rôle principal. Si vous avez des tâches à faire, c'est parfait, mais ce n'est pas limité à vous seul. Fait que ça, c'est un point vraiment qu'on voulait vous partager parce que souvent, on remarque une confusion par rapport à ça. Il faut être proactif aussi. Fait que ça veut dire, faut pas attendre que des accidents se produisent ou qu'il y ait des problèmes qui surgissent pour agir dessus. Il faut avoir une vision à plus long terme. Donc, il faut passer par l'identification des risques. Je parlais avec un CPE dernièrement, puis c'est ce que je lui expliquais. Il faut vraiment savoir où est-ce que je m'en vais. C'est quoi les priorités chez nous, hein? Tu sais, les risques, là, c'est pas juste ceux qui se sont manifestés, c'est ceux qui sont aussi silencieux, qui sont potentiels, qui ne se sont pas nécessairement manifestés. Mais quand j'ai toute ma liste de risques, là, je commence par quoi? Hein, c'est pas toujours évident. Puis si on veut travailler à la bonne place, mais il faut se donner des critères. Ça, c'est ce qu'on va vous parler dans l'identification des risques pour venir les prioriser. C'est ça l'objectif de l'identification des risques, c'est de venir prioriser. Fait que là, on va sait qu'on va travailler sur le risque qui est le plus probable, puis qui a un potentiel de gravité plus grand. Puis là, ça va nous dire, ben OK, là, je m'oriente vers ça, je m'en vais vers ça, je planifie mes actions, je planifie mes ressources, j'évalue mes résultats, j'ai-tu atteint mes objectifs? Oui, parfait, non, je me réajuste, etc. Donc, d'y aller vraiment dans une démarche structurée, c'est gagnant, puis proactif avant même qu'il se manifeste des accidents de travail. On peut se donner le droit à l'erreur aussi, dans le sens que des fois, là, si on attend d'être 100% sûr d'une solution qui est 100% efficace, ça se peut que ça prenne du temps avant que ça soit mis en place. Mais si on se dit, écoute, on essaye,
on se donne 2 semaines, 1 mois, peu importe, ça dépend c'est quoi, puis après ça, on se réajustera, ben, on risque d'avancer un petit peu, plus vite. Fait que se donner le droit à l'erreur, c'est ça que ça veut dire. Ça veut pas dire tolérer des erreurs à répétition, là, on n'est pas là, mais ça veut dire qu'on peut se permettre d'essayer des choses, puis si ça fonctionne pas, mais écoute, on se rajoute. Je vous redonne un exemple, vous voulez travailler le bruit, dans le vestiaire, ben, vous pouvez dire: «OK, là, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants en même temps, beaucoup de groupes en même temps, fait que ça devient, tu sais, plus il y a de gens, plus il y a du bruit. On va essayer de se donner un horaire, une structure, puis on va, tu sais, comme, pas maximiser, mais restreindre le nombre de groupes là, dans le vestiaire en même temps à 2. On va peut-être choisir quelques locaux où est-ce qu'ils sont proches du vestiaire, que eux, les enfants, vont s'habiller peut-être dans leur local. En tout cas, on cogite à toutes sortes d'idées, on se donne un plan d'action, on l'essaye, on réévalue après 1 mois, ça a-tu du bon sens, ça a pas de bon sens, on se réajuste ou non dépendamment, puis on y va, on avance comme ça. Il faut aussi être reconnaissant du travail qu'on accomplit parce que c'est beau ce que vous faites au niveau du comité de santé et sécurité. Tu sais, vous voulez protéger, vous voulez aider vos collègues à se sentir bien dans votre travail. Fait que soyez, moi, Sylvie et toute l'équipe des services de garde, on vous donne une petite tape dans le dos, puis on vous félicite pour votre travail, puis soyez fiers de ce que vous faites. C'est vraiment beau. Puis ayez du plaisir. Ça aussi, des fois, on l'oublie, là, mais ayez du plaisir dans votre comité de santé et sécurité. Apportez-vous du café, amenez-vous des beignes, n'importe quoi. Trouvez quelque chose qui vous fait plaisir, mais agrémentez vos rencontres. Ça va vraiment mettre du piquant, puis un peu plus de joie, puis de la motivation aussi à continuer. Des fois, la santé et sécurité, on fait «Oh, c'est lourd», ou tu sais, mais on se donne un petit coup de main avec des petits plaisirs comme ça, puis c'est toujours plus intéressant, plus agréable. Fait que ça résume un peu, dans le fond, les conditions de succès qu'on voulait vous partager. Maintenant, si on regarde les pièges, on avait les conditions de succès. Maintenant, on regarde c'est quoi les pièges dans lesquels il ne faut pas se faire prendre. Donc, tout ça dans le but que votre comité de santé et sécurité soit efficace. Alors, le premier piège, c'est la fameuse liste d'épicerie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la liste d'épicerie qu'il ne faut pas rapporter au comité de santé et sécurité. Nous, en tout cas, de notre côté, on en parle souvent. Ce qu'on remarque, là, ce qui arrive, c'est que des situations comme une lumière de brûler, une porte qui se ferme mal, un marchepied qui coulisse pas bien dans tel local, par exemple. C'est souvent des sujets qui sont discutés au niveau du comité de santé et sécurité. Puis, c'est pas ce qu'il faut, en fait. Ce qu'il faut faire au comité de santé et sécurité, c'est se concentrer sur des mécanismes, dans le fond, de ce que vous voulez mettre en place pour faire de la prévention. Si ça arrive souvent que ce genre de situation-là se présente à votre comité de santé et sécurité, ce qui va arriver, c'est que vous allez que faire ça, puis vous ne pourrez pas faire autre chose sur votre mandat précis au niveau du comité, qui est d'identifier les risques, les contrôler, les éliminer. Donc, ce genre d'événement-là, mettons, les portes qui ferment mal, le marchepied qui est difficile à ouvrir, bien là, il faut se poser la question, bien, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est pas réglé? Pourquoi la procédure n'est pas en place, hein? Est-ce qu'il y a un mécanisme chez vous par rapport à ça? Est-ce qu'on sait que quand il y a un bris quelque part, à qui il faut se référer, à qui il faut le dire? Faut-tu remplir un petit formulaire? Faut-tu écrire quelque chose? Faut-tu que je le dise à quelqu'un? Si oui, à qui? C'est plus ça qu'il faut regarder au niveau du comité santé et sécurité. C'est quoi la procédure à mettre en place? Puis est-ce qu'elle fonctionne bien, cette procédure-là? Est-ce qu'elle est connue? Est-ce que c'est fluide? Puis c'est plus sur ces genres de mécanismes-là qu'il faut se concentrer. Puis des petites choses comme les lumières brûlées, les portes, l'instincteur, par exemple, qui est décroché, il faut que ce soit réglé, parce que je ne dis pas que ce n'est pas important, là, il faut que ce soit réglé, mais dans un mécanisme qui est externe au comité pour que le comité se concentre sur des mécanismes beaucoup plus globaux d'identification des risques, puis d'évaluation et d'encadrement de tout ce qui se passe au niveau de la prévention dans votre milieu. Je ne sais pas si c'était clair mon affaire, mais si jamais il vous reste des questions, n'hésitez pas à nous écrire dans le clavardage, là, je pourrais y revenir là, à la fin de la rencontre. L'autre piège à éviter, c'est le manque de suivi des activités. Ça, je pense que je ne vous apprends rien non plus avec ça, mais à chaque rencontre, c'est vraiment important de dire OK, qu'est-ce qu'on a jasé à la dernière rencontre? Qu'est-ce qui a été fait depuis? On est rendu où maintenant? On s'en va où? On y va vraiment comme de façon comme ça, là, très structurée. Puis comme ça nous permet d'être efficace puis de gagner du temps. Puis ça, on va vous présenter des outils tantôt pour vous aider là, à améliorer votre efficacité si vous avez besoin d'amélioration. Si les outils ne sont pas pertinents pour vous, c'est bien tant mieux. Mais si vous sentez le besoin, au moins vous aurez des outils pour vous accompagner par rapport à ça.
Le renouvellement de tous les membres en même temps, c'est bien entendu un piège, puis ça arrive quand même, c'est quelque chose qu'on entend. C'est que là, le comité, il est en place depuis un certain temps, 1 an, 2 ans, là, dépendamment de comment vous voyez. Puis là, après ça, ben, il finit peut-être par s'éteindre de lui-même ou peu importe ce qui se passe. Puis là, finalement, on n'a plus personne sur le comité, on repart un nouveau comité, puis là, on recommence à zéro. Fait que ça, c'est sûr que c'est pas optimal parce que ça vous permet pas de pouvoir vraiment comme gravir l'escalier de la santé et sécurité, là, une marche à la fois. Ça fait que vous faites plus des montagnes russes. C'est comme, c'est parti, ça va bien, tout d'un coup, ouh, là, vous recommencez, vous reconstruisez à nouveau. Fait que ça, c'est un piège, puis on va vous donner des pistes de solutions par rapport à ça. C'est entre autres de se donner des durées de mandat, puis d'entrecouper les mandats. Fait que si, mettons, vous êtes 3 personnes sur le comité ou 4 personnes sur votre comité de santé et sécurité, il ne faut pas que les mandats soient renouvelables en même temps, bien entendu. Puis ça va vous permettre d'avoir un nouveau membre à la fois, puis de pouvoir le coacher parce que ça prend des connaissances quand même. Puis ça prend, en tout cas, on va le voir tantôt, là, mais ça prend des connaissances de ce que vous faites dans votre milieu, mais un peu de connaissances quand même en santé et sécurité. Fait que, tu sais, ça vous permet de le coacher, de l'encadrer, puis de l'intégrer, dans le fond, puis prendre le rythme du comité au fur et à mesure. Puis après ça, ben, l'année d'après, s'il y a quelqu'un d'autre qui part, ben là, la relève se fait. Puis là, il y a une continuité qui est engendrée. Le manque de respect, bien sûr, entre les membres, c'est sûr que c'est un piège, c'est pas l'idéal. Ça va faire en sorte aussi que la réputation du comité, elle sera pas très bonne. Puis de venir recruter après ça des membres pour faire partie du comité, ça va être vraiment difficile. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose. Le respect, la confiance, le paritarisme, c'est vraiment 3 valeurs que vous devez mettre à l'avant-plan, pardon, pour que ça fonctionne bien. Il ne faut pas non plus que ça repose le fonctionnement du comité de santé sécurité, pardon, sur les épaules d'une seule personne. Tantôt, je disais que votre rôle comme comité de santé sécurité, c'était d'encadrer, supporter toutes les actions qui étaient au plan d'action. Puis c'est pas parce que vous faites partie du comité que c'est tout vous qui devez avoir en charge le plan d'action, hein. On disait décentraliser au niveau de l'organisation des tâches à d'autres personnes, c'est bien parfait. Mais c'est la même chose au sein de votre comité de santé et sécurité, là. Il ne faut pas qu'il y ait une personne qui s'occupe de tout, hein, qui s'occupe de préparer les rencontres, de faire les comptes rendus, de convoquer tout le monde, de faire les inspections, de regarder les déclarations de situation dangereuse, etc., etc. Si c'est juste une personne, elle va être essoufflée, puis à un moment donné, elle va dire: moi, j'en peux plus, c'est trop, puis j'y arrive pas, là. Puis là, ça va faire en sorte que votre comité ne durera pas dans le temps, là. Donc, il faut se partager les mandats à l'intérieur du comité. Le dernier piège qu'on voulait vous présenter, ben, puis tu sais, Sylvie vous en a parlé un peu, mais ça peut être la confusion qui existe entre la prévention et les relations de travail. Il faut vraiment garder les comités de santé et sécurité pour des enjeux de santé et sécurité, tout ce qui est relations de travail, gestion des invalidités, contestation, ça, c'est autre chose. Il faut que ce soit traité à part dans un autre endroit, dans une autre rencontre ou dans un autre comité. Dans le comité de santé et sécurité, on garde vraiment les enjeux, les problématiques, les discussions en lien avec la prévention des accidents de travail. Alors, voilà pour les pièges. Et là, si on rentre dans les règles de survie, les règles de survie du comité de santé et sécurité, donc, comment faire en sorte que le comité dure dans le temps, puis qu'on ne fasse pas la montagne russe, là, comme je disais tout à l'heure. Dans la diapo suivante, là, la 35, en fait, ça vous donne en fait les grandes règles de survie. Je ne passerai pas parce qu'on va les reprendre là, de façon détaillée, un après l'autre. Donc, la première, en fait, règle de survie, c'est de se donner des règles de fonctionnement. Ça, c'est souvent une étape qu'on oublie. On ne prend pas nécessairement le temps d'écrire ces règles-là. Et puis, c'est un des facteurs qui fait en sorte qu'à un moment donné, le comité s'éteint de lui-même. Hem, les règles, là, en fait, de fonctionnement, ce que ça va vous donner, là, c'est que ça va vraiment vous donner comme un guide, des balises. Ça va expliquer les rôles de chacun, les fonctions de chacun. Ça va dire qui fait quoi, quand, comment, comment on prend les décisions, comment ça se passe dans les réunions, combien de fois on se rencontre. Tu sais, ça va vraiment établir l'ensemble, hem, des règles que vous donnez, des balises. Ça va formaliser, en fait, le comité de santé et sécurité. Parce que, tu sais, ce qui arrive souvent, puis, tu sais, vous le savez, là, puis on en a parlé déjà, là, c'est que, tu sais, au début, on fait: «OK, là, on va se faire un comité de santé et sécurité où on a tel projet», puis là, on est super motivé, on se fait, une rencontre, une deuxième rencontre, quelques mois après, puis là, tout d'un coup, il se passe un événement,
Puis ça peut être bien anodin, là, pas obligé d'avoir quelque chose comme une pandémie là, pour que ça fasse éteindre un comité de santé et sécurité, mais ça peut être juste quelqu'un est malade, on annule, c'est l'été, ou ben, on a un rush parce que c'est le rapport de fin d'année qu'il faut faire. Fait que là, on est dans les finances par-dessus la tête, puis on n'a pas le temps. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'après ça, ben, on annule, puis là, on veut reporter, puis là, finalement, on dit ah oui, il faudrait bien le faire. Puis là, on dit oui, oui, c'est vrai, on va se rencontrer, oui, oui, on va mettre ça à l'horaire. Puis là, finalement, ben, on se rend compte qu'il y a une année qui s'est écoulée, puis ben, on ne s'est pas encore rencontrés, puis on se dit ah, faudrait bien le faire, puis on ne le fait pas. Fait que je ne sais pas si c'est déjà arrivé à vous qui êtes présents aujourd'hui. Peut-être vous pouvez nous écrire des petits mots là, si ça rejoint un petit peu votre réalité. Nous, c'est quand même des téléphones qu'on reçoit. Des fois, c'est un peu ce qui se passe. Fait que si on ne veut pas rentrer là-dedans, il faut vraiment au préalable que vous ayez établi vos règles de fonctionnement et il faut faire en sorte effectivement que la santé et sécurité est une priorité. Donc, c'est quoi ces fameuses règles de fonctionnement là, que je vous parle déjà depuis 5 minutes? Là? Mais c'est d'abord de désigner c'est quoi les fonctions de tous et chacun au sein du comité. Hein? C'est qui vos coprésidents, patronales et syndicales ou représentants de l'employeur, représentants de l'employé, parce que ça vous prend des coprésidents à l'intérieur de votre comité. Si vous êtes juste 2, c'est correct, ça va de soi, mais si vous êtes 3, 4, mais il faut que vous ayez des gens là, qui sont nommés à ces postes-là, parce que c'est eux, dans le fond, ils vont avoir des rôles spécifiques, là, ces personnes-là. Il faut planifier déjà au calendrier les dates de rencontre et les durées de rencontre. Puis, tu sais, idéalement, si vous êtes capable déjà d'entrevoir des périodes qui sont plus difficiles, genre septembre, qui est la rentrée, pas toujours évident. Ça peut être un peu plus rushant comme période juin aussi. Je pense que c'est une autre période qui est quand même assez difficile. Mais pas difficile, mais occupée, je devrais dire. Donc, tu sais, déjà, essayez de voir là, à quel moment dans l'année c'est l'idéal. Mettez-le au calendrier, faites-vous-en un devoir de respecter cet horaire-là, puis indiquez déjà les durées. Fait comme ça, si au pire vous annulez une rencontre, bien, puis vous n'avez pas le temps de la remettre, mais au moins vous savez qu'il y en a un autre qui s'en vient. Ayez aussi un ordre du jour. Faites aussi des confirmations de présence. Faites-vous des comptes rendus. Puis là, je ne dis pas d'écrire pour écrire 3 pages. Ce n'est pas ça c'est pas là qu'on veut du tout aller, mais mettre les choses importantes sur papier, se garder des traces écrites, je vais vous en reparler tout à l'heure. C'est vraiment important. Il faut être efficace. Il faut être pour que ce que vous fassiez, c'est utile. On va avoir des outils pour vous. Prenez-vous des notes, juste pas besoin d'écrire tout le verbatim qui est dit pendant la rencontre, mais les notes importantes d'une synthèse de discussion, ça va faire toute la différence quand vous allez arriver à la rencontre d'après pour faire le suivi de vos activités. Des règles de confidentialité, évidemment. Si vous décidez de regarder, par exemple, au niveau des statistiques, idéalement, c'est d'avoir les statistiques qui sont dépersonnalisées pour regarder les tendances. Ça se passe où, les événements accidentels chez vous? Si vous regardez des déclarations de situation dangereuse, c'est la même chose. Mais si jamais vous avez accès à de l'information qui est confidentielle, bien, il faut mettre en place des règles. Il faut que tous les membres du comité santé et sécurité soient au courant des règles de confidentialité et s'en tiennent. Il faut aussi établir le processus décisionnel. Tantôt, Sylvie vous en parlait, mais c'est par consensus. Mais ça, il faut que ce soit écrit pour que tous les gens puissent bien comprendre comment ça fonctionne. Puis aussi établir, on l'a marqué, etc. Mais vous allez voir dans la diapo d'après, pardon, on vous a fait une liste de tous les éléments que vous pouvez intégrer aux besoins dans votre protocole de fonctionnement. Mais vous pouvez mettre ça va être quoi la composition? Est-ce que vous faites justement un comité par installation ou vous appliquez l'approche multi-établissement, vous faites un comité pour tous les 20 travailleurs et plus dans vos installations? C'est qui les coprésidents? Le processus décisionnel, j'en ai parlé, les rencontres, comment ça va marcher? Est-ce que vous faites des sous-comités? Mettons, je reprends mon exemple de tantôt, mettons à la pouponnière, là, mais vous pouvez peut-être décider d'avoir un sous-comité qui va travailler sur les particularités de la pouponnière pour vraiment là, améliorer la santé et sécurité des éducatrices qui y travaillent. Le quorum, le secrétariat, le code d'éthique, bien entendu, la révocation, l'évaluation, le suivi, on va s'en reparler tantôt, mais ça aussi, il faut que ce soit bien défini pour s'assurer qu'on soit capable de dire est-ce que ça fonctionne bien, mon comité? Puis si oui, tant mieux, je continue, mais sinon, que je me réajuste. Fait que ça s'appelle un protocole d'entente ou un protocole de fonctionnement du comité de santé et sécurité. J'aimerais savoir, avant de continuer, là, je regardez l'heure, il est 9h30, on est correct. J'aimerais savoir votre avis sur ça, ce que je vous dis. C'est-tu quelque chose que vous avez déjà chez vous, ce protocole-là de fonctionnement? Est-ce que c'est formel ou informel peut-être? Est-ce que vous l'avez décrit, signé et tout? Ou c'est plus, comme verbal que vous le faites entre vous?
Parce que dans le fond, je vous pose la question en attendant que vous écrivez peut-être des réponses dans le clavardage, là, mais on pourrait vous fournir au besoin des exemples de à quoi ça ressemble ce protocole-là, puis qu'est-ce qu'il faudrait inclure. Donc, on a Valérie qui dit non, donc vous ne l'avez pas de votre côté. On a Catherine qui dit non et ça serait vraiment intéressant. OK, ben non, pas de protocole non plus. C'est informel du côté de Mme Payette, déterminé au début de rencontre. Ça aussi, dans le fond, tu sais, le début, il est quand? C'est pas toujours évident, tu sais. On peut, dans le fond, le comité commence, là, on se dit tout ça, on est d'accord entre nous, mais là, dans 1 an, dans 2 ans, ben, tu sais, peut-être que là, les membres vont changer, la situation va changer, puis là, finalement, il va falloir recommencer encore à se donner des règles, recommencer à établir les balises. Fait que là, on perd du temps dans ce temps-là, puis on ne se concentre pas nécessairement sur la prévention, là, comme on devrait le faire. Tu sais. Donc, Karine nous demande, ça se retrouve où? Bien, actuellement, nous, ben, on en a un à la stance sur notre site, mais il est plus pour le réseau. On voulait d'ailleurs, ouais, l'exemple de protocole, ouais, on voulait d'ailleurs prendre plus votre pouvoir. Est-ce que vous n'avez ou n'avez pas? Puis là, ce que je vois, c'est que probablement la plupart d'entre vous là, n'avez pas, puis vous seriez intéressés. Fait qu'on va s'occuper de vous en faire un exemple, puis on va venir le mettre. Vous savez, sur notre page Focus SST qu'on a sur le site Internet, peut-être que Valérie pourra vous mettre le lien dans le clavardage, là. On a une section qui s'appelle boîte à outils. Puis au fur et à mesure qu'on développe des outils par rapport au focus qu'on vous présente, on vient les mettre là. Parce qu'il y a des outils qu'on fait avant les rencontres, puis il y a des outils qu'on fait après quand on entend des besoins comme celui-là. Puis vu que là, on entend que c'est un besoin, ben, on va s'engager à le faire, ça va nous faire plaisir. Puis on va venir vous le déposer dans la boîte à outils, et vous pourrez venir vous référer. On va essayer de vous mettre des exemples, en fait, mais après ça, ça sera à vous de le prendre puis à le modifier en fonction de votre réalité, là. Parce que chaque milieu est différent, puis c'est bien normal. Puis l'idéal, c'est qu'il colle à votre réalité, parce que s'il ne fait pas de sens, il ne sera pas appliqué, là. Alors, ben, ça fait plaisir. Je vois Karine qui nous dit merci. Ça fait très plaisir. On est là pour ça. Si on embarque maintenant dans les réunions efficaces, c'est quoi une réunion efficace? Ici, on vous a mis des idées de tâches, de la manière qu'on peut s'y répartir. Là, je comprends que, tu sais, si vous êtes juste 2 dans votre comité de santé et sécurité, bien, peut-être que, tu sais, c'est un petit peu tiré par les cheveux, là, ce qu'on vous indique sur les prochaines diapos, mais ça vous donne quand même un aperçu. Fait qu'on va passer vite. Si vous avez besoin, vous viendrez y référer davantage, là, mais ça fait juste du sens un peu. C'est dans la logique, là. Donc, je ne pense pas que ce soit complètement du nouveau pour vous, là. Fait que vous nommez un animateur. L'animateur, en fait, c'est souvent le rôle des coprésidents, en fait, de faire ça. Donc, les coprésidents, eux, ils définissent le but de chaque discussion, ils clarifient c'est quoi les interventions, ils effectuent des synthèses des discussions, ils proposent, si jamais ça va dans tous les sens, ils proposent des points de convergence, ils suscitent la participation de tous, genre les discussions de manière à cheminer dans la bonne direction et dans le temps prévu. C'est dit, OK, je regarde l'heure du jour, il nous reste encore 3 points à discuter, dont un qui est vraiment important, il nous reste 10 minutes. Il va peut-être, tu sais, un peu comme conclure la discussion en cours, puis il va passer là, au prochain point, puis il maintient, bien entendu, un climat là, propice aux échanges. Pour ce qui est des participants, eux autres aussi, ils ont un rôle, hein. Comme participants, même si on n'est pas dans l'animation ou qu'on n'est pas la personne qui s'occupe du secrétariat, bien, on a quand même un rôle important. Donc, il faut se préparer aux rencontres. Il y a rien, c'est un incontournable. Si on arrive aux rencontres, on avait des devoirs, on ne les a pas faits, ou on ne s'est pas préparé, on avait une activité à faire, ou peu importe la situation ou l'exemple que je pourrais vous donner, là, mais se préparer, c'est vraiment primordial. Il faut participer aux discussions, bien sûr, écouter, respecter les autres, il faut s'exprimer courtoisement, il faut défendre les idées, mais avec ouverture, hein. Il faut respecter les règles de fonctionnement, puis il faut remplir les mandats en dehors des rencontres. Donc, c'est sûr que là, il faudrait idéalement avoir du temps aussi en dehors des rencontres de comité de santé et sécurité pour être capable de remplir les mandats. Si tu as des tâches à faire au niveau d'identification des risques, il faut que ça se passe à l'extérieur des comités de santé et sécurité. Il faut être libéré, en fait, pour ça. Si vous êtes le représentant, vous devez faire de l'inspection, c'est la même chose. Si vous travaillez sur la mise en place d'une nouvelle procédure, bien, ça vous prend du temps aussi pour regarder ça. Donc, évidemment, là, si on veut être capable de faire des tâches, bien, il faut être capable de mettre un peu de temps à l'extérieur des rencontres de comité. Ensuite, au niveau du secrétariat, dans le fond, c'est dire qu'on s'occupe plus de la logistique, là, un peu des rencontres, donc réserver un local si c'est nécessaire,
Si on a besoin d'équipement, c'est la même chose. On peut faire la rédaction aussi du compte-rendu des réunions. Puis, tu sais, le secrétaire là, ou la secrétaire, là, ça peut changer à chaque rencontre. C'est pas obligé que ce soit la même personne. Là. Fait que, tu sais, on s'alterne. Fait que comme ça, c'est moins routinier. On transmet aussi les comptes rendus, les informations sur la santé et sécurité. On consigne le tout dans un cartable, puis on tient à jour les informations. Si jamais vous avez un babillard SST à quelque part dans votre service de garde, bien, ce sera cette personne-là qui s'occupe là, de faire les changements au fur et à mesure. Si on continue aussi dans la perspective là, des réunions efficaces, sur la diapo là, 41, en fait, la libération, je l'ai dit, là, c'est un point qui se répète, là, mais la libération en dehors des comités des personnes qui ont des tâches à faire, préparer des dossiers, suivre les actions à chaque rencontre, on conserve des traces écrites, pas obligé que ce soit encore, comme je disais tantôt, un roman à chaque réunion du comité, mais des grandes lignes avec des points synthèse, c'est primordial. Puis d'avoir idéalement un endroit où est-ce que toute l'information est classée, les formulaires sont classés, tu sais, pour que autant les gens du comité que les travailleurs, là, au niveau de vos services de garde, là, puissent aller chercher ce qu'ils ont besoin, que ce soit un formulaire ou autre. Donc, l'objectif ici, si on ne veut pas s'alourdir ça davantage, c'est d'avoir des outils simples et efficaces. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est rien de compliqué. En fait, là, c'est un ordre du jour, c'est un exemple d'ordre du jour, en fait, qu'on a mis à votre disposition. Ces deux outils-là là, se retrouvent déjà dans la boîte outils que Valérie vous a mis en lien là, dans le clavardage. Donc, un exemple d'ordre du jour puis un exemple de compte rendu. Fait que vous pouvez les utiliser, sont pour vous, c'est en format Word. Fait que si ça fait votre affaire puis vous en avez besoin, écoutez, vous remplissez ça, vous envoyez ça après ça à vos membres de comité une semaine avant la rencontre. Puis après ça, vous utilisez en fait le compte rendu qui est comme ensemble. Là. Vous voyez les deux, vous allez voir, les points sont similaires. Là. Ce qui va être discuté à l'ordre du jour va se retrouver dans le compte rendu, bien sûr. Fait que, il est fait vraiment pour être utilisé là, conjointement. Nous, on en a à la STANS, mais vous avez aussi, dans le fond, d'autres associations sectorielles paritaires. Tu sais, dans le fond, la STANS, nous, on est pour le secteur des affaires sociales, là, mais il existe pas loin d'une dizaine d'associations comme la nôtre, mais dans d'autres secteurs d'activité. Fait que quand on parle de comité de santé et sécurité, là, qu'on soit en milieu de garde, dans le réseau de la santé ou euh, chez les pompiers, on a tous des comités de santé et sécurité, on n'a pas le choix. Maintenant, c'est comme ça pour toutes les organisations de 20 travailleurs et plus. Donc, ils ont aussi développé du matériel bien intéressant que vous pouvez utiliser, qui est disponible sur leur site Internet. Donc, entre autres, à l'APSA, qui est l'Association sectorielle pour les affaires provinciales, ils ont fait une grille d'évaluation des réunions de santé et sécurité. Fait que si jamais vous, ça fait un certain temps que vous roulez avec votre comité puis que vous voudriez faire une évaluation de Hey, mais mes réunions sont-elles efficaces chez nous? Bien, allez chercher cette grille-là. On vous a mis, vous allez voir, là, le numéro 3 va vous emmener vers le lien à la fin des diapos, puis on va vous remettre les diapos d'ailleurs. Vous allez avoir accès à ça. Donc, vous allez pouvoir aller chercher cette grille-là, puis ça vous permet juste de voir, bien, y a-t-il des choses que je peux améliorer, là, moi, dans ma rencontre de comité de santé et sécurité où ça se passe bien? Fait que ça, c'est un outil intéressant. Puis on va vous en présenter d'autres un petit peu plus loin aussi, d'autres outils là, en lien avec votre comité de santé et sécurité. Juste avant, on parlait que ça prenait des connaissances. Tu sais, si on va être capable de faire l'identification des risques, comme Sylvie le présentait tantôt, il faut avoir des connaissances en santé et sécurité parce qu'on ne peut pas identifier un risque si on ne sait pas que c'est un risque. Fait que ça prend quand même un certain niveau de connaissances, je dirais, plus techniques sur la santé et sécurité, mais ça prend aussi des connaissances sur ce qui existe dans votre milieu. Fait que si vous êtes un nouveau membre de comité de santé et sécurité ou un nouveau représentant, c'est aussi pertinent pour vous. D'abord, on vous encourage fortement d'aller voir qu'est-ce qui existe chez vous. Donc, est-ce que vous avez des politiques déjà en place? Est-ce que vous avez votre politique de santé et sécurité? Est-ce que vous avez votre politique sur le harcèlement, la violence conjugale, etc.? Fait, allez voir qu'est-ce que vous avez pour partir, dans le fond, à quelque part, en fait, puis avoir une bonne connaissance de ce qui a été fait aussi, puis qu'est-ce qui resterait à faire si ce n'est pas tout développé déjà. C'est quoi les outils que vous avez en santé et sécurité? Tu sais, est-ce que vous faites déjà de l'inspection? Ça ressemble à quoi votre inspection? C'est quoi que vous inspectez? Les rapports d'inspection, ça donne quoi? Faites-vous des déclarations de situation dangereuse, là, entre autres, les OUPS, si vous êtes avec la QCPA, entre autres, on appelle ça comme ça, les OUPS. Donc, des déclarations de situation dangereuse, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'ils sont remplis? Est-ce que les gens savent comment ça fonctionne, etc. C'est quoi le plan d'action actuel qui est en place? Ça? C'est quoi les objectifs que vous visez dans l'année où est-ce que vous intégrez le comité de santé et sécurité? Mais c'est quoi qui a été fait aussi jusqu'à maintenant? Puis,
comment ça s'est fait, puis c'est quoi, puis c'est ça encore en place. Allez voir tout ça. Allez voir aussi les formulaires de santé-sécurité. Puis c'est un bon test pour voir justement si sont facilement retrouvables. Parce que si vous ne les retrouvez pas, ben c'est sûr que les travailleurs, les éducateurs et éducatrices ne les retrouveront pas non plus. Fait qu'allez voir les formulaires que vous avez, puis regardez un petit peu si c'est possible, là, c'est quoi le genre d'événement qui s'est manifesté déjà chez vous. Ça va vous donner une idée, dans le fond, déjà des probables priorités que vous allez avoir à travailler dessus. Donc, ça, c'est ce qui existe chez vous. Puis des connaissances en santé et sécurité, c'est ce que je vous parlais tantôt. Nous, on vous offre les Focus SST là, de ce printemps, mettons hiver-printemps, là, sur plus comme la LMR SST, les mécanismes de prévention, tu sais, comment on fait l'identification, l'inspection, c'est les 2 rencontres qui s'en viennent. Mais à l'hiver, on a le souhait de vous présenter si vous trouvez ça pertinent, bien sûr. Puis là, vous pouvez nous écrire dans le clavardage là, si ça vous tente, pour nous dire si c'est quelque chose qui vous intéresserait, pardon. Mais on pensait y aller plus par risque. Tu sais, comme c'est quoi un risque ergonomique? Quand est-ce qu'on peut trouver des risques ergonomiques chez vous? À quel moment? Avec quelle routine? Dans quel contexte? Puis comment je peux travailler dessus? Tu sais, le reconnaître, c'est une chose, mais savoir comment travailler dessus, c'en est une autre. Fait on voudrait comme y aller comme un peu par catégorie comme ça. Après ça, mettons les risques biologiques, ça ressemble à quoi chez vous? Puis comment on peut travailler dessus? Puis quel genre de procédures on peut mettre en place pour améliorer la situation, là, etc. Fait que si vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, bien, écrivez-nous un petit mot dans le chat, puis on va pouvoir mettre du temps là-dessus pour l'automne. Puis il y a aussi toutes sortes de formations. Hein. Nous, on en a à la STAS, les mutuelles, ils en ont, la CNSST en ont aussi. Fait qu'hésitez pas à aller voir les grands partenaires en santé et sécurité là, pour aller chercher de l'information. On a aussi comme outil, si vous voulez en savoir plus là, sur les différentes catégories de risques, puis comment ça se passe, on a rassemblé tous nos articles et publications dans un outil qui s'appelle l'index, puis on vous a mis les liens aussi. Fait que si vous cherchez des choses comme là, ce qu'on voit à la première page, c'est l'organisation de la santé et sécurité. Donc, dans l'organisation de la santé et sécurité, on a toutes sortes de choses, dont un numéro spécial de Sans Pépin. Fait qu'on vous a tout répertorié, on a rassemblé, on a regroupé les textes qu'on avait, les publications qui traitent de ce sujet-là au même endroit. La même chose avec, vous voyez, après les risques biologiques, les risques ergonomiques, etc. Fait qu'on les a toutes rassemblés comme ça. Fait que dans un petit feuillet, là, vous pouvez retrouver toutes nos informations assez rapidement. Ensuite, on a aussi un répertoire d'auto-formation, donc des capsules vidéo qu'on a faites, des enregistrements de webinaires qui sont disponibles, encore là répertoriés par catégorie de risque. Fait que si vous voulez travailler quelque chose en particulier, vous allez facilement le repérer dans cette grille-là. Et ça, c'est tout du audiovisuel, donc des choses que vous pouvez regarder. Ça, c'est le document numéro 5 là, à votre droite. Un autre règle de survie au comité de santé et sécurité, c'est la visibilité et la communication. Hein. On le disait tout à l'heure, mais ce que vous faites, là, c'est beau, il faut le faire valoir, ce que vous faites. T'sais, votre objectif, là, il est tellement primordial là, d'améliorer la santé, prendre soin, dans le fond, de vos collègues, améliorer la santé et sécurité, puis le bien-être de vos collègues de travail. Fait que parlez de vos actions, parlez de ce que vous faites. Ça va intéresser les gens, ça va les sensibiliser aussi. Ça va démontrer l'importance de la prévention dans votre milieu de travail également. Donc, on vous a mis des idées de choses que vous pouvez faire là, justement pour partager vos belles actions que vous prenez là, dans votre comité de santé et sécurité. Fait que ça peut être, dans les réunions que vous avez d'équipe, de prendre un temps réservé à la santé et sécurité, puis là, vous dites, OK, on a fait telle affaire, on est rendu là, cette année, on va travailler telle chose pour telle raison. Fait que ça donne un moment aussi d'échanger sur la santé et sécurité. Vous pouvez, si vous avez, par exemple, un journal à l'interne, rédiger des petits articles sur la santé et sécurité, partager des photos, reconnaître des bons coups, partager mettons, si vous dites, on avait déjà présenté ça dans une de nos présentations à un colloque, tu sais. Je ne sais pas moi, Nathalie, elle a fait l'habillage des enfants de telle manière, fait qu'on prend une photo d'elle assise, par exemple, sur le tabouret à roulettes, une belle posture, puis elle est en train d'aider l'enfant à zipper son manteau, attacher sa tuque ou peu importe. Mais c'est la semaine ou c'est le mois de Nathalie, puis on s'inspire de Nathalie pour essayer, nous aussi, d'appliquer les choses. Fait que ça peut être des façons de pouvoir influencer positivement nos collègues, puis en même temps, ça récompense ceux qui font des belles choses. Fait que c'est intéressant, ça a comme deux beaux objectifs.
Vous pouvez organiser aussi des semaines de sensibilisation à la prévention. Vous pouvez faire des dépliants d'informations aux nouveaux employés parce que les nouveaux employés, il faut vraiment faire de la formation SST avec eux. Donc, si vous pouvez monter un dépliant avec toute l'information à l'intérieur. Vous pouvez participer à des concours de santé et sécurité, que ce soit à la STAS ou à la CNSST. Vous pouvez avoir une boîte de suggestions que les gens peuvent vous écrire des choses à l'intérieur, là, etc. Il n'y a pas de limite. La dernière règle de survie qu'on veut vous partager, c'est miser sur l'amélioration continue. Puis là, ici, là, je dirais, allez-y comme en fonction de où vous êtes rendu. Hein? Si vous êtes au début, là, vous, là, puis vous commencez, là, c'est parfait, il n'y a pas de mauvaise réponse. Partez de où est-ce que vous êtes. Donc, vous commencez, bien, votre rôle à vous, là, c'est de mettre en place votre comité de santé et sécurité. C'est d'établir vos règles de fonctionnement, donc d'avoir votre protocole d'entente. C'est de développer vos connaissances par rapport à la santé et sécurité, puis c'est de faire l'identification des risques. Fait que ça, c'est votre première marche à vous. Si ça fait longtemps que vous avez votre comité de santé et sécurité puis que vous roulez bien avec ça, bien, prenez le temps de, bien, faites l'évaluation des réunions, tu sais, avec le petit outil qu'on vous suggérait tantôt de l'APSAP, là. Regardez si vos réunions sont efficaces. Vous pouvez aussi faire l'évaluation de votre fonctionnement au niveau de votre comité. Puis là, on vous a mis le lien ici en bas. Multiprévention, c'est une autre ASP qui s'occupe d'un autre secteur, qui a fait un outil bien intéressant sur justement votre comité santé-sécurité. Est-ce qu'il répond bien à son objectif? Est-ce que c'est efficace? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous regardez vos différents mécanismes, puis ça se passe bien, puis tout roule bien et adéquatement? Fait qu'allez chercher cet outil-là, vous allez pouvoir faire du pouce là-dessus. Puis, l'autre chose qui est vraiment important pour pouvoir gravir justement les marches de l'escalier, c'est après une année là, ou après avoir fait votre plan d'action, là, prenez le temps d'évaluer tout ce que vous faites. Regardez, là, est-ce que mon plan d'action a donné le résultat que je voulais, auquel on s'attendait puis qu'on espérait? Si c'est oui, parfait, on continue, on choisit un autre objectif, on continue notre évolution là-dedans. Mais si c'est non, mais réajustez-vous. Regardez, OK, non, mais pourquoi? Puis on essaie d'apprendre de ça, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Est-ce que j'ai manqué de suivi au niveau des différentes étapes de mon plan d'action, par exemple? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose qui fait que ça n'a pas finalement fonctionné? Est-ce que la solution que j'avais trouvée, ben j'ai peut-être corrigé le problème, mais j'en ai créé un autre, fait qu'il faut finalement que je travaille d'autres choses, tu sais? Fait que de prendre ce temps-là, ça va vraiment vous permettre de faire un topo, faire un portrait de la situation, puis pouvoir vous dire, OK, c'est quoi ma prochaine étape? Fait que vous soyez à la première marche de l'escalier ou à la 6e marche de l'escalier, il n'y a pas de problème, mais l'important, c'est d'y aller vraiment sur l'amélioration continue, puis une étape à la fois, une bouchée à la fois. Puis si vous rencontrez des difficultés par rapport à ça, bien, on est là pour vous. N'hésitez pas, tu sais, c'est pas obligé que ça soit un gros mandat pour que vous nous appelez, là. Vous pouvez avoir juste une petite question ou une petite affaire que vous n'êtes pas sûr, vous voulez valider. Prenez le téléphone, envoyez-nous un courriel. On est une belle équipe qui est disponible pour vous accompagner dans tout ça. Donc, j'espère que je vous ai convaincu à nous lâcher un petit coup de fil. Je vois que le temps passe. Écoutez, je vais peut-être prendre quelques minutes pour vous présenter. Je ne vous ai pas parlé, en fait, des niveaux de préoccupation, mais tu sais, tout ça, en fait, là, c'est pour en arriver à avoir une culture de prévention. Ok, je vous le laisse en référence. Vous le regarderez si vous voulez. Mais c'est un peu, ça rejoint pas mal tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. C'est qu'au lieu d'être dans la réaction, euh, puis de réagir, mettons, après qu'un événement se soit passé, c'est d'être capable de cibler les risques avant même que quelque chose se passe pour vraiment puis devenir vraiment comme une grande équipe de préventionnistes, que tous les éducateurs, éducatrices, la responsable alimentation, la direction, on soit tous des petits préventionnistes, puis qu'on travaille à améliorer la santé et sécurité au sein de notre organisation. C'est ça qu'on vise avec la prise en charge de la santé et sécurité, donc le niveau 3 que vous voyez à l'écran présentement. Puis dans les autres outils qu'on a, puis tu sais, là, on vous en présente tout plein, là, mais tu sais, à vous de voir lesquels sont pertinents pour vous, là. C'est sûr qu'ils ne sont pas tous pertinents pour tout le monde, mais tu sais, allez piger celui qui va vous donner un coup de main. On a entre autres 3 fiches techniques là, sur c'est quoi le rôle de l'agent de liaison, c'est quoi le rôle du représentant, puis c'est quoi les rôles et fonctions du comité de santé et sécurité. Fait que ça aussi, là, vous voyez, c'est les références 6, 7, 8. Vous avez les liens à la fin des diapos, fait que vous allez pouvoir aller les chercher. C'est un aide-mémoire, finalement, pour vous retrouver là-dedans.
Donc, que ce soit en fait l'ordre du jour, le compte-rendu qu'on vous parlait, la grille d'évaluation de l'efficacité de votre réunion ou la grille d'évaluation de l'efficacité de votre comité de santé et sécurité, les outils pour développer vos connaissances ou encore l'amélioration de vos mécanismes de prévention. Ça, c'est l'outil que vous voyez à l'intérieur de cette diapo-là. C'est plus, je vous dirais ça, quelque chose de macro. Hein. C'est vraiment un outil qui vous permet de voir votre gestion de la prévention, comment elle se passe. Pour ceux qui étaient là à la première rencontre, c'est là qu'on en a parlé de cet outil-là. On vous a présenté un petit peu le schéma de la prévention. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. On avait dans le haut de la diapo comme tous les mécanismes de base. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'accident, tous les formulaires reliés à ça. C'est qui vos acteurs en prévention, donc de nommer votre agent, représentant, comité, vos procédures en cas d'urgence, etc. Après ça, on avait la boucle on identifie nos risques, on fait un plan d'action, on réévalue, puis on fait cette boucle-là. Puis à travers ça, on avait dans le bas aussi, il faut que vous fassiez de l'inspection, de l'entretien. C'est tous des moyens, ça, qui vont vous permettre de vous assurer que ce que vous mettez en place dans votre programme d'action reste en place. Votre programme de prévention, je devrais dire, reste bien en place. C'est des mesures de contrôle qu'on appelle. Fait que dans ce schéma-là, c'est ce qu'on a mis dans ce diagramme, pas le diagramme, mais dans le tableau que vous voyez à l'écran, qui est comme un peu comme une analyse pour vous dire, est-ce que je l'ai, cet outil-là, est-ce que je ne l'ai pas? Puis si vous ne l'avez pas, vous pouvez dire, moi, cette année, je me donne comme objectif de mettre en place tel outil de prévention pour améliorer ma prise en charge de la prévention. Fait que ça, c'est un outil de gestion qu'on vous laisse aussi à votre disposition, qui va se retrouver là, prochainement dans la boîte à outils si ce n'est pas déjà le cas. Donc, voilà, en fait, ça conclut. On est correct, il nous reste 10 minutes pour les questions. Ça conclut, en fait, ce qu'on voulait vous présenter sur le comité de santé et de sécurité. Donc, autant, en fait, tout ce qui était en lien avec comment ça fonctionne, c'est quoi le régime intérimaire qui nous donne comme comment je pourrais dire, comme règle, en fait, à suivre, que ce soit au niveau de la quantité de personnes sur le comité, comment je dois m'organiser aussi au niveau des rencontres, la fréquence des rencontres, etc., que sur les bonnes actions à mettre en place pour que ce soit efficace et durable dans le temps. Notre prochaine rencontre, c'est le 30 mai, c'est sur l'identification et l'analyse de risque, l'inspection le 13 juin et la période de questions générales le 20 juin. Alors, juste avant peut-être de passer à la période de questions, je vais vous dire que dans le PowerPoint, vous allez retrouver également d'autres outils comme la CNESST. Donc, vous avez des explications sur le régime intérimaire. Vous avez aussi un outil pour vous aider à mettre en place tous les mécanismes de prévention, mais les mécanismes de participation également en lien avec le régime. Sur notre site à la STARS, aussi dans la section services de garde, vous avez des exemples de plans d'action si vous n'avez pas déjà dans vos mains. Vous avez des vidéos d'auto-formation également. On a des publications sur la LMR-SST. Donc, on a vraiment un onglet spécifique LMR-SST où vous allez retrouver des fiches. Puis, toutes, dans le fond, les références sont aussi listées à la fin.